Bienvenue dans cet épisode 6. Hop là, je recommence. J'ai envie d'aller chercher un peu. Je vais la refaire, pareil. Je suis pas du tout dans mon truc. Bienvenue dans cet épisode 6 du Blogcast, ce temps où on part à la rencontre des talents de Chinon, des gens qui nous inspirent et inspirent le territoire. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir une danseuse professionnelle spécialisée dans la danse contemporaine. Elle aime aussi partager sa passion et transmettre son goût pour cet art particulier, et on va prendre un temps pour discuter un peu de ce projet professionnel, en tout cas un projet en cours de construction et en devenir, j'en dis pas plus. Salut Marie. Salut. J'ai fait une présentation très succincte et sûrement un peu bancale. Comment toi, tu te décrirais aujourd'hui, surtout que, on va le découvrir, tu es un peu à une étape particulière de ta vie pro. Si voilà, je spoil un tout petit peu. C'était assez juste comme description. Ok, bon, c'est déjà un bon point. Très bien. Je t'ai pas très réveillée. Donc en effet, je suis danseuse professionnelle, spécialisée dans la danse contemporaine. Ouais. Donc danseuse et aussi diplômée d'état de professeur de danse. Donc je partage aussi la danse avec différents publics, que ce soit du plus petit au plus âgé, différents publics. Et donc je suis aussi tout récemment chorégraphe de ma propre compagnie de danse. Ok, donc on a bien deux approches principales, la pratique. La transmission, et après au sein de la pratique, on va en avoir deux, On va avoir la création. Voilà, ouais. Ok. Donc en tant qu'artiste qui se met en scène, et en tant que, j'allais dire, artiste qui met les autres en scène, en tout cas qui travaille des tableaux dansés, on peut parler de ça ? Ouais, on peut parler de ça. Qu'est-ce que comment tu différencierais ces approches-là, en termes de complémentarité, de positionnement aujourd'hui ? Pourquoi tu t'es orienté tout simplement vers ça ? Pourquoi pas juste dire, moi je veux juste danser ? Et ça me va très bien, et c'est mon job à 100%. Ce que tu as fait, je crois, et tu vas nous en parler, mais pourquoi aujourd'hui aller vers la transmission et cette partie qui n'est pas forcément automatique, en tout cas dans la pratique de la danse ? Non, oui, on peut être danseur et juste danser, être artiste-interprète, danser pour des chorégraphes, et ça peut s'arrêter là, mais c'est vrai que le partage, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Et le fait d'avoir le diplôme d'État, du coup, tu as plus de possibilités aussi. Tu peux faire plus de choses. Et puis, la création, ça amène aussi le partage. Là, pour l'instant, je pars sur un solo. Donc ça, c'est assez un solo en termes de transmission. De création. Création. De création. Donc solo, c'est en gros, tu te mets en scène. Ouais. Toi. Ouais. Et donc du coup, tu vas avoir le double casquette, j'écris, j'imagine, et en même temps, je performe, quoi. C'est ça, donc du coup, tu te filmes beaucoup pour pouvoir voir ce qui fonctionne ou pas. Oui, parce que tu n'as pas de coach, du coup, ou quelqu'un qui peut te donner un regard extérieur. Je peux avoir des regards extérieurs, mais il faut déjà que je travaille vraiment avec moi-même pour pouvoir proposer quelque chose. Et juste, parenthèse, je fais une digression, mais c'est un peu le propre du podcast, on va faire que des digressions, donc n'hésite pas à recentrer s'il y a besoin. Comment on porte un regard, un jugement sur soi ? C'est quand même pas évident, de base. Et du coup, dans la danse, alors j'imagine que ta formation a peut-être dû aider, mais est-ce que c'est un exercice simple du coup pour toi ? Pas du tout. Okay. Pas du tout, parce que déjà, se filmer en soi, on a l'habitude, mais se regarder et se corriger, moi, pour mon cas, je suis très, très exigeante avec moi-même, et c'est long. C'est long parce que du coup tu te corriges tout le temps, tu dis ça va pas, mais après je trouve que c'est plutôt bien parce que du coup tu vas dans la direction que tu as envie d'aller, mais après c'est vrai que de ne pas être accompagné c'est compliqué parce que du coup il faut que tu fasses les choix toi-même, et ça c'est vrai que c'est pas toujours simple. Ouais, parce que autant avoir un regard extérieur c'est pas forcément simple tout le temps, ça peut être aussi étouffant.
Mais d'en porter un seul sur soi, je me dis, Ouais. il y a un moment où il faut placer le curseur de l'exigence à un endroit et peut-être dealer avec lui, quoi, parce que... Ça, tu vois, en formation, là, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup eu de présence autour de moi. On était Ok. énormément jugés. Constamment, tu travailles avec les autres et tu as l'avis des autres. Ouais. Mais du coup, ça affine aussi ton jugement envers toi-même. Ok, ça permet un peu de recadrer, du coup, de pas être soit trop exigeant, soit pas assez, mais d'avoir une espèce de zone intermédiaire, Mais quoi. ce qui te permet de savoir après si tu es juste ou pas dans ta réflexion, dans ton retour avec toi-même. Ouais, surtout, j'insiste vraiment là-dessus, mais d'autant que, autant au niveau d'exigence, j'allais dire, il est peut-être plus simple sur certaines pratiques que d'autres. En tout cas, dans le milieu artistique, il y a quand même aussi une sensibilité artistique qui va être différente en termes de goût ou autre chose. Moi, c'est toujours un truc que je trouve assez hallucinant, c'est comment on juge de son propre travail dès lors qu'on est aussi dans une forme de proposition libre, qui fait que, en fait, si on se cantonne à des avis très formaté ou fermé, du coup, on n'est plus vraiment dans une forme de création libre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une espèce de paradoxe là-dedans à se dire, voilà, comment tu te positionnes, quand tu équilibres ça. Le principe de création, il n'y a pas vraiment le fait d'être formaté. Ouais. Tu te formates à peut-être une idée de comment tu vas créer, mais du coup, tu es dans la création, donc tu es dans la recherche. Tu cherches constamment. C'est ça, ok. Et tu t'inspires, tu vas aller voir. Tu fais des improvisations, tu cherches ce qui correspond le mieux à ce que toi, tu as envie de dire. Ok. Et tu vas chercher où d'ailleurs? C'est quoi, toi, tes sources d'inspiration ou tes trucs Là, en ce moment, sur ma création, je vais pas trop en dire, mais... en général, sans spoiler quoi que ce soit. C'est de quoi j'ai envie de parler, à partir de quoi je me base. Je peux me baser sur une expression, sur un tableau, sur une œuvre d'art, et qu'est-ce que j'ai envie de raconter là-dessus, et du coup, comment est-ce que j'ai envie d'exploiter quoi. La vie quotidienne t'inspire? Ça peut être la vie quotidienne. Genre tu vas une démarche dans la rue, tu te dis tiens, celui-là ou celle-là, moi, il y a un truc regarder les gens marcher dans la rue, j'adore. Ok. Quand j'étais à Nantes en formation, j'avais un petit appart tout petit, je passais mon temps à la fenêtre, petite rue, il y avait du passage, et des fois je m'amusais à regarder les gens marcher. Du coup, t'enregistrais des trucs, tu notais des trucs dans ta tête. J'ai enregistré des trucs, le dictaphone enregistré vraiment au niveau du son. Je disais, c'est trop bien comme son, ça pourrait me servir. Mais d'ailleurs, c'est un peu barré, mais je creuse dans ce côté inspiration. Ça peut paraître un peu opaque. C'est quand tu fais de la peinture ou autre chose, on imagine tout de suite comment tu peux matériellement piocher des choses, les retranscrire, etc. Dans la danse, dans le mouvement, il y a quand même un truc un peu obscur de se dire comment on va... tu fais des dessins de mouvement, tu décris un mouvement verbalement, tu te filmes en essayant de le produire. Comment on arrive à transcrire matériellement un mouvement, quoi? C'est tout à la fois, tu as parlé de dessin, le dessin c'est tout à fait cohérent avec la danse. Ce que tu peux, et c'est quelque chose qu'on dit souvent, c'est quand tu dessines, tu donnes du sens à ton mouvement. Et du coup, il est beaucoup plus juste, il va beaucoup plus loin. Et il y a beaucoup de métaphores comme ça qui nous aident à être plus juste dans le mouvement. Il existe, ceci dit, une écriture... Alors, je ne sais pas si elle est universelle, je crois qu'il y a plusieurs courants. Mais en tout cas, il y a une écriture de la danse. Ouais. C'est un gars dont j'ai oublié le nom. Alors, il y en a plusieurs, mais il y a notamment Rudolf Laban. Ok, voilà, l'écriture Laban, je crois qu'il est avec ses théories. Ça, c'est des espèces de bâtons, de trucs que tu dessines pour... C'est ça, il travaille avec l'espace, le temps, le poids, le flux, et en fonction de ça, si tu vas à droite, si tu vas à gauche, si tu vas en haut, si tu vas en bas, tout ça, ça peut être noté. Donc c'est une partition en gros permet d'archiver, et toi tu peux te tomber sur des partitions d'il y a un siècle. Exactement. Et du coup les interpréter, il y a un temps d'interprétation que tu peux ensuite reformaliser. Et pareil sur ce que tu fais, est-ce que toi tu passes par cette écriture-là ou tu te soucies pas de ça encore? Je sais pas le faire. Par exemple la notation Laban. J'ai abordé quelque chose, quelques notions en formation, mais moi je note, je me fais des petits bonhommes, D c'est droite, JB c'est jambes. L'idée pour toi aujourd'hui c'est que toi tu te comprennes. Oui, c'est ça. Et ensuite après. Oui, pour l'instant le but c'est pas forcément de. J'imagine que la question n'est pas la même quand tu dois gérer une équipe de 10 danseurs ou danseuses et que là, tu dois dans transmettre. Ce cas-là, il y a des choses qui se font. Par exemple, tu peux matérialiser l'espace et tu peux faire premier chemin c'est ici, deuxième chemin là, et ça c'est plus lisible pour les autres aussi. D'accord.
On va faire des sauts dans le temps, on va aller dans tous les sens. Il y a quand même un truc dont il faut qu'on parle. Tu es quand même une des premières danseuses professionnelles. Alors j'en ai rencontré, j'ai quand même travaillé beaucoup dans la culture, j'ai rencontré des danseurs et danseuses professionnelles. En tout cas, ici à Chinon, tu es la première danseuse professionnelle qui décide, et je trouve ça très, très respectable et beau, mais il faut qu'on comprenne c'est quoi ce processus qui fait que j'imagine que beaucoup de petites filles et de garçons souhaitent devenir danseurs ou danseuses professionnelles. Pour autant, le pourcentage de personnes qui vont aller jusqu'au bout pour aller le porter et en vivre, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit, est quand même relativement faible, je pense. Comment toi, tu t'es... Alors, j'imagine que c'est un long, et je le vois à ton regard, un très long processus, mais comment on se dit déjà, tiens, ça, c'est ce que je vais faire plus tard? Ou alors, c'est ce qui m'anime? Est-ce que c'est venu comme ça, comme je l'imagine, petite fille, tu t'es dit, voilà, je veux faire de la danse, ou est-ce que c'est arrivé sur le tard, peut-être? Non, en fait, c'est... Alors, alors, c'est compliqué à dire, mais en fait, alors, comment j'ai commencé? Ouais, comment ça, le déclic déjà? J'ai commencé, c'est venu un peu de nulle part, je suis revenue de l'école et j'ai tendu un flyer à ma mère, j'ai dit je veux faire ça. Elle galérait pour me faire une activité extrascolaire. Okay. Et donc du coup, oh là, la Marie, et puis j'étais en plus très nature, j'allais dans les fossés, j'avais plein de boue, enfin je m'en fichais totalement et je lui sors un flyer avec une petite fille avec un tutu plateau. Donc elle s'est dit oh là là, elle veut faire quelque chose, okay. Allons-y. Et donc, à 4 ans et demi, je suis partie donc à Chinon chez Nathalie Mestre. Jusqu'à mes 17-18 ans, j'ai fait de la danse avec elle. D'accord. Et là, en périscolaire, en mode... En extrascolaire. Ok, oui. Voilà, en loisir. Ok. Et du coup, après, il y a toutes les questions à l'école, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, etc. Et puis, moi, j'étais là, j'aimerais bien être danseuse. Mais on me disait que c'était pas une carrière professionnelle, quoi. Oui, donc, on imagine tout de suite que... Voilà, donc du coup, j'ai cherché pendant longtemps à faire autre chose. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Mais en lien quand même, est-ce que tu cherchais quelque chose qui gravite autour? Est-ce que tu es partie à l'opposé? Le seul lien, c'était le corps, c'était au niveau du sport, et on me voyait dans le sport. Okay. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit que j'allais aller jusqu'au bac. C'était un peu le deal d'avoir son bac. Et après, d'essayer dans la danse. Tu as dit avec tes parents, tu as dit je passe mon bac et je peux espérer tenter quelque chose là-dedans. J'avais envie de faire les horaires aménagés aussi. Ok. Au lycée. D'accord. Collège-lycée. Je ne sais plus trop. Tu étais dans un lycée pro? Non, un lycée J'étais dans un lycée, j'ai fait un bac ES en général. Et du coup, ma mère, elle avait un petit peu peur que ça me dégoûte de la danse. Enfin, elle avait envie que j'aille au bout de mes études, et, du bac. Ouais. Et puis après, on y va à fond dans la danse. Donc, petit deal. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai passé mon bac, j'ai eu mon bac. Ok. Et après, je suis allée en école professionnelle pour me former. Ok, donc ça a été. Donc finalement, tu as cherché autre chose, mais tu es quand même resté sur ce truc-là. Oui, parce qu'en fait, à un moment donné, tu te vois pas ailleurs, quoi. Il faut que tu essayes. Et puis, je veux pas. Mais tu aurais pu être comme certains, hein, c'est ça. Tu aurais pu être dégoûté par, je sais pas, moi justement, peut-être ce discours qu'on entend souvent et redondant du mais comment tu vas en vivre et puis il faut gagner de l'argent, machin. Non, j'avais la tête dure, c'est ça. Et puis en plus. Avant de passer le bac, j'ai fait les auditions pour les écoles pour pouvoir les intégrer. Et puis, ça marchait quoi. Toutes m'acceptaient quoi. Il y avait un avenir possible, en tout cas, tu n'as jamais vu ça comme une utopie, peut-être à un moment, mais c'est devenu quand même quelque chose assez facilement réaliste quoi. Je me suis dit, si je suis acceptée, c'est que c'est faisable, donc on va essayer. Après, c'était juste, on va essayer. Je vais essayer et puis je verrai. Et tes parents t'ont suivi dans ce truc-là? Mes parents m'ont suivi. Cool. Mes parents m'ont suivi et c'est une chance. Ouais, c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident, surtout qu'ils connaissaient pas ce milieu-là. Oui, alors ma question, il n'y a pas de... Papa ébéniste, maman dans l'administratif, donc le milieu culturel. D'autant plus respectable. C'est vrai que c'est souvent une forme de reproduction, où on est dans un format familial proche d'un milieu, qui va nous ouvrir plus facilement des portes. Ou dans le cas des milieux artistiques et culturels, pour bien les connaître, on va avoir des gens qui sont un peu plus flexibles par rapport à ça et peut-être moins tendus, moins effrayés par ces milieux-là. Toi, du tout? Non, après, forcément, ils avaient des petits, pas des doutes, mais ils ne savaient pas trop comment ça allait se passer, si j'allais aussi
gérer émotionnellement tout ce qui allait se passer, puisque c'est quand même une claque dans la figure hein, quand tu arrives là-dedans, tu te dis ah ouais c'est ça la réalité. C'est-à-dire que depuis, alors je sais pas, mais ça fait quand même quelques temps qu'il y a quand même pas mal de films et de choses qui tournent autour de ces milieux-là, où il y a quand même pas mal de critiques, il y a aussi des mouvements féministes et autres qui ont quand même aussi souligné des dérives. Alors encore une fois, on va pas te dire tout le monde est dans le même bateau, mais voilà. Du coup, on a quand même une représentation, en tout cas c'est la mienne et peut-être qu'elle est partagée, d'un milieu assez dur, compétitif. Alors encore une fois, c'est peut-être une image d'Épinal, mais il y a quand même ce truc-là, quoi, où tu as l'impression que c'est un Black Swan, si je devais trouver un exemple, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que c'est une forme de dualité assez... voilà. Alors je pense que ça a existé, ça c'est sûr. C'est dur parce que tu es face à toi-même en fait dans la danse. C'est que et la compétition logiquement elle se fait avec toi-même. On a l'image de cette danseuse devant le miroir quoi. Oui, mais bien sûr il y a enfin ceux qui font de la compétition avec les autres ils n'ont pas forcément compris que c'est d'abord avec soi-même qu'il faut... Les autres, tu peux les regarder, tu peux les observer, tu peux les encourager, ils peuvent t'apporter quelque chose en fait. Pour moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et je pense que ma génération de danseurs sont plus là-dedans. Bon, il y a toujours des exceptions, mais... Oui, en tout cas, les choses... Après, voilà, ce qui est dur, c'est d'être face à soi-même et de s'améliorer et de toujours chercher plus, quoi. Toi, tu as été tout de suite vers la danse contemporaine ou tu es passé par une phase danse... Alors, parce que, bon, pour le coup, moi, j'ai eu des cours de sociologie de la danse, de l'analyse sociologique de la culture, bref. Donc, j'ai un peu compris l'histoire de la danse avec, la danse classique. Si on veut les résumer, danse classique, il y a un côté un peu divin, élévation, aristocratie, comment dire, dompter son corps, le rendre... Voilà, l'élévation, enfin vraiment cette idée de la danseuse en tutu qui fait les pointes, vraiment on s'élève vers Dieu, quoi. Il y avait ce truc-là. Et la danse contemporaine en opposition, qui est plutôt terre à terre, plus horizontale et qui est plutôt en lien avec soi, comme tu dis, et l'environnement. Quand même deux formes pas radicalement opposées, mais qui partent de la même base, mais qui vont prendre deux chemins assez différents. Comment ça se passe quand on est danseuse contemporaine? C'est une revendication directe en mode c'est ça que je veux et il y a un passage forcé par la danse classique. Comment ça se passe? Alors moi, mon parcours, donc avec Nathalie Mestre-Chinon, c'était de la danse classique. Ok. Ensuite, après le bac, je suis passée par la danse jazz. En fait, j'ai commencé par me spécifier dans la danse jazz. Jazz, pas modern jazz. Pas modern jazz, mais sauf que en fait, moi, j'avais pas. En fait, j'y connaissais rien, quoi. Et quand je suis arrivée, je voulais faire du jazz. Bah ouais, mais c'était pas du modern jazz parce que moi, j'avais plus cette idée modern jazz. Oui, bah moi, je sais que c'était un peu la mode à l'époque. Le jazz, c'est l'histoire, c'est le jazz, quoi. Oui. Et donc. Première claque dans la figure, on se dit ok, d'accord, on est dans cet univers-là, on apprend l'histoire, on apprend énormément de choses sur le jazz. Donc j'ai fait 2 ans de jazz. Il y a ce qu'on appelle l'examen d'aptitude technique dans les diplômes, examens dans le milieu de la danse. Ça te permet quand tu valides ça, ça te permet d'accéder au diplôme d'état de professeur de danse. Il faut valider un niveau technique pour pouvoir arriver au diplôme d'état. Et donc ça, je l'ai fait en jazz. Et puis, en fait, dans ces formations-là, tu as des cours de classique, de jazz, de contemporain, de cabaret, de comédie. Et du coup, il y avait des professeurs avec des influences contemporaines qui m'ont marquée. Et en fait, aussi, quand j'ai fait des auditions dans les écoles, il y avait plusieurs écoles qui me refusaient en jazz et qui m'acceptaient en contemporain. C'est-à-dire qu'ils me refusaient pour l'audition pour laquelle j'auditionnais. Et du coup... Mais sur quels critères? C'est parce que dans ta performance, que tu as présenté, il y avait un truc très contemporain. Dans ma façon d'être, de me mettre en mouvement et ils voyaient quelque chose de plus contemporain. D'accord. Et donc moi, au début, j'étais un peu butée. Je voulais aller jusqu'au bout pour l'EAT Jazz. Et après, je me suis dit, ce serait peut-être bien de les écouter. Et du coup, je suis allée faire la même formation en contemporain à Nantes. Et révélation, quoi. Mais le jazz, c'est quand même quelque chose d'important dans mon parcours, en fait. Finalement, ça t'enrichit, en fait, de voir différents domaines. Mais contemporain, oui, je m'y suis retrouvée. Ouais. Je m'y suis retrouvée de par... il y a une liberté qui est géniale, il y a une exploration qui est exceptionnelle, une découverte de soi qui est fantastique. Ouais, donc c'est quand même grâce à ces, entre guillemets, concerts et orientations potentielles de ces profs de jury qui t'ont emmené vers ça, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, tu nous as parlé de ton inspiration dans un peu tout.
Mais est-ce que dans les courants de danse, dans les différents voilà, univers de danse, toi, qu'est-ce que tu retiens? Enfin, qu'est-ce qui t'inspire vraiment? Qu'est-ce qui te plaît, toi? Pas forcément en tant que danseuse professionnelle, mais en tant que personne, individu, je sais pas, qui est inspiré par la musique, les mouvements. Mais la danse contemporaine en elle-même, elle est hyper riche. Il y a Ouais. plein de courants différents, comme tu dis. Et du coup, moi, je m'inspire un peu de tout, en fait, finalement. Ok. Le fait d'avoir découvert tout ça, et ben, en fait, ça t'enrichit. Et j'aime bien tout ce qui se fait dans la nature, en tout cas avec l'inspiration de la nature, Ok. les bruits de la nature, les mouvements de la nature. Il y a plein de choses comme ça. Genre des qui peuvent, performances en forêt, des choses comme ça, ou ouais, dans un champ. ouais. Enfin, j'ai vu pas mal de choses, mais Mais après, oui, c'est intéressant de voir comment est-ce que c'est transposé sur scène, que ce soit en forêt ou dans une mise en valeur du patrimoine architectural. Il y a plein de choses comme ça qui sont hyper intéressantes. Après, en effet, la danse contemporaine, elle s'inspire aussi du cirque, du théâtre, Oui. de plein de choses qui sont est-ce que chouettes. quand tu voyages, toi, tu es du genre à aller chercher ça en priorité ou aller peut-être t'intéresser à un moment à la danse locale J'aime ou... bien voir ce qui se passe, oui, Ok. quand je voyage. J'aimerais voyager plus pour voir plus ce qui se passe. Mais ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Et puis, ça rejoint en effet des courants de la danse contemporaine, des choses qui sont intégrées à ce qu'on fait de manière régulière. Dans danse classique, il y a le pas de bourrée, dans ce jazz aussi. Ça peut être relié aussi à labourer dans nos régions différentes. Voilà, comment est-ce qu'on peut relier tout ça? À une forme de mixité multiculturelle. Ouais, totalement. Sachant que la danse, c'est bien un truc que j'ai retenu de mes cours, c'est que c'est très politique, quoi. Alors que la danse, avant tout, il y a une forme de revendication quand même politique. Alors, comme on le disait, de l'interprétation du corps, mais il y a aussi quelque chose dans l'émancipation, dans le rapport, tu disais, à l'environnement, mais aussi à l'univers en... Totalement, la danse, elle exprime des choses. Et c'est comme l'art en général, en fait, finalement, c'est la liberté de penser, éveiller l'esprit critique, comment est-ce qu'on... D'ailleurs, la danse, art ou sport? Parce que Pour ça a moi- toujours été un truc indescriptible pour moi. Je suis en mode, il y a autant l'un que l'autre. Il y a quand même quelque chose très proche du corps, de la performance sportive, mais de la performance artistique aussi. On en parle depuis Alors tout à c'est l'heure. vrai qu'aujourd'hui, dans la danse, en ce moment, ça va de plus en plus dans la performance. Ouais. Donc dans l'extraordinaire, dans le waouh. Mais la danse, c'est pour moi de l'art. De l'art qui est sportif, à la limite. C'est de l'art qui utilise des moyens physiques, sportifs. Exactement. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, c'est assez paradoxal. J'ai pas d'autres exemples. Peut-être je me trompe, mais en tout cas, j'ai pas d'autres exemples à un niveau aussi, tu vois, peut-être si des formes de danse acrobatique, tu vois, mais qui va être aussi à la jonction de deux approches qui souvent d'ailleurs sont pas opposées, mais sont quand même, il y a deux ministères, il y a le ministère de la Culture, et le ministère des Sports. Ouais. Donc, il y a une certaine revendication. Vous faites partie du ministère de la culture. De la culture. Donc voilà. Alors que la danse contemporaine, tu vois, il y a cette approche quand même. Bien sûr, mais il y a cette démarche qui est avant tout artistique. Ouais. Ok. Parce qu'il y a dans les courants de la danse contemporaine, par exemple, on dit que ça peut être sportif, mais ça dépend ce que tu en fais en fait finalement. Oui, bien sûr. Le théâtre, c'est sportif aussi, quoi. Il existe la non-danse. Ok. La danse statique. Ah oui, non, ok, d'accord. Tu fais rien. Tu reçois des tomates à la limite, mais tu... Ouais, il y a une revendication artistique engagée. Voilà. Ok. Très bien. Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui dans ta vie? Alors, on a dit que tu as plusieurs chapeaux, plusieurs casquettes. Donc, mais qu'est-ce qui te prend le plus de temps dans ta vie pro aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la création chorégraphique, la création du solo. Donc, c'est quoi? C'est l'écriture, l'inspiration? L'inspiration, et en fait, c'est au quotidien. Oui, tu fais tes courses et tac, tu vois un mouvement et tu vas penser à un truc. C'est ça, mais même tu prends la voiture, tu écoutes une musique, tu t'imagines des choses. Donc là, tu fais quoi? La nuit, tu prends des notes parce que tu penses à un truc. Ok, mémo, notes, et tu reprends ça le lendemain. Ouais, et puis après, tu essaies de bidouiller avec tout ça. Ok. Et puis après, tu as des révélations. Ah, faut que je fasse ça. Ok. Au quotidien. Ouais, du coup, tu dors avec un carnet à côté. Ça, en effet, ça prend du temps, mais après, c'est pareil, quand tu prends du temps pour la chorégraphie, pour créer le spectacle, des fois, ça marche, c'est fluide, et des fois, c'est bloqué.
Et du coup, il faut trouver comment débloquer, qu'il faut reprendre par-ci, par-là et comment... T'as un rituel d'ailleurs dans ce cas-là? C'est quoi ton rituel à toi? Je m'allonge au sol quand je suis bloquée. Je m'allonge au sol. Et quand tu es bloqué, pas physiquement, bloqué. Quand je suis bloquée mentalement en inspiration. Ça peut être l'inverse. Soit je me défoule et peut-être qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Soit je m'allonge au sol, je prends un temps pour revoir déjà ce que j'ai fait. Se reconnecter au sens de ce que je veux faire. Au sol, du coup on en revient au contemporain. Ouais, le sol, carrément. Moi j'adore le sol. Ok. Ton courant, ou en tout cas plutôt non, ton style musical à toi? Il y en a un à choisir, je sais que c'est chiant ce genre de question, mais ton style de prédilection? Musical, c'est très varié en effet. Pas forcément dans la créa, enfin après dans la créa j'imagine, contemporain, il va y avoir plusieurs courants comme tu disais, mais toi ton style de prédilection? Prédilection, j'aime beaucoup l'expérimental. Okay. Ça te permet d'interpréter, de faire tout ce que tu veux. Et j'aime bien l'expérimental qui va un peu vers l'électro. Ok. Question dans tous les sens. Tu m'as dit que tu avais eu ton bac, tu avais une mention? Non, je l'ai eu à 10-21, tout pile, pour partir après. D'accord. Donc en gros, c'était je valide le deal avec mes parents, mais 0,21 de plus et pas de marge. C'était juste ce qu'il fallait, Tu savais ce que tu voulais faire. Vraiment, c'était calé. C'est à l'image de ton parcours scolaire ou pas? Oui, totalement. Je fais ce qu'on me demande. J'ai toujours été ric-rac. On m'a jamais forcément encouragée dans ma scolarité au niveau des professeurs. Ok. T'as pas eu de la rencontre du prof qui fait que d'un coup... J'ai eu des profs chouettes, mais franchement, c'est pas du tout la majorité. Ok. J'en ai eu peut-être deux. Okay. Oui, en général, les profs, c'est pas contre les profs, mais c'est vrai qu'il y a aussi une question de match. Les profs dont tu te souviens, tu fais waouh, là il y a une rencontre. On l'a vu dans d'autres podcasts, où une rencontre et ça a fait basculer un truc comme ça. Ouais. Non, j'ai eu plus de professeurs, de maîtres maîtresses qui m'ont dit que c'était compliqué pour Marie et qu'elle n'allait pas avoir son bac et que... en CP, on disait ça, elle n'aura pas son bac. On l'a dit à ma mère en maternelle. Que Marie, elle n'allait pas avoir son bac. Ah ouais, c'est chaud. Et je l'ai eu. Non mais là c'est quand même dingue en fait. C'est une violence absolue. C'est ridicule. C'est une violence absolue quoi. C'est ridicule. Surtout que tu as quand même des choses qui se déclenchent bien après. Non, et puis j'ai connu des mauvais élèves qui sont devenus bons au lycée. Bien sûr, ça veut rien dire. Et puis qu'est-ce qu'on fait pour cet enfant Qu'est-ce qu'on fait en fait au lieu de dire à sa mère que... Bon on te réserve la place du fond et puis c'est bon, on se soucie. Là c'est fou quoi. Maternelle, quoi. Et pourquoi, sans indiscrétion, genre c'est quoi, c'est le comportement turbulent? Je pense que j'étais... Ou juste t'avais pas de sens? Je pense que j'étais, un peu différente et que je rentrais pas dans le moule que tout le monde avait. Mais on a dit que j'étais différente mais que j'arrivais à m'adapter. Ok, c'est déjà bien, c'est plutôt un bon point, s'adapter c'est quand même plutôt important. Tant mieux. Ok. Du coup, on est passé assez rapidement sur... l'entre-diplômé d'État et maintenant en autonomie, en tout cas en autodidacte, tu portes à la fois la transmission et la création, mais tu as eu quand même une carrière dans la danse. Il y a des éléments mémorables comme ça que tu pourrais partager? Alors j'ai travaillé avec la compagnie Hervé Coubier, avec qui je suis toujours en lien. C'est une compagnie qui tourne beaucoup, qui est assez exceptionnelle. Et avec eux, j'ai une expérience folle de transmission. J'ai dansé aussi, et notamment au Théâtre National de Chaillot. Donc Chaillot, magnifique, c'est exceptionnel. Là où sont passés les plus grands, c'est assez fort comme expérience. Et après, au niveau transmission, j'ai fait des projets de dingue. Et notamment le projet Tout commence par un rêve, c'était en lien avec le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde, donc c'était en Corrèze que je travaillais pour eux. Et donc c'était pour des personnes qui étaient malades, cancer, rémission. D'accord. Donc en fait, elles avaient un rêve, ces personnes-là, et puis il fallait les mettre en scène. Et ça a amené un spectacle exceptionnel en lien avec d'autres acteurs culturels. Du coup, dans l'hôpital, vous rencontrez les gens, vous avez discuté sur leurs rêves et de là, vous avez une création sur mesure? C'est ça, donc c'était pas dans l'hôpital, c'était pas dans l'hôpital, on est sorti du cadre. Et en fait, du coup, on m'exprimait, donc il y avait des personnes qui voulaient faire plus de la musique, plus du théâtre, donc moi j'étais dans la danse, et il se trouve que la moitié du spectacle voulait danser.
des rêveurs voulaient danser. Donc, du coup, c'était assez fou parce que du coup, il y en avait une qui voulait danser toutes les danses du monde, une qui voulait être danseuse classique et qui après voulait faire de la danse orientale, une qui voulait raconter son histoire. Donc, c'était très multiple. Et du coup, dans ton parcours, il y a quand même eu toujours cette imbrication du création qui n'est pas décorrélée de la transmission, qui n'est pas non plus de l'utilité sociale, en tout cas de la médiation et de l'approche sociale qu'il peut y avoir. Ouais, tout est en lien et c'est ça qui est génial. Ok, et c'est ce que tu continues de développer du coup encore aujourd'hui là-dessus. Justement, dans le cadre avec tes élèves, puisque aujourd'hui tu es prof de danse, donc du coup tu as des élèves, c'est quoi ton approche, en tout cas, comment toi tu arrives à motiver les élèves par rapport à ça ? La motivation, c'est un grand débat aussi. En tout cas, alors, les motiver en général, ou peut-être les motiver à se dépasser à des moments où ça peut paraître un peu plus compliqué. J'adore motiver les gens. Ok. Après, il faut trouver par quel chemin on les motive, s'il n'y a pas motivation. En général, il y a motivation, et donc quand il y a conseil, ça prend. Mais non, c'est en général, ça fonctionne plutôt bien. Faut passer par plusieurs choses. Là, tu peux plus aller comme ça. Là, imagine, après, c'est par plein de petits conseils, de métaphores. Mais du coup, ça fait preuve d'écoute, d'accompagnement. Et puis aussi, je pense que je suis passionnée, donc ça joue aussi de transmettre ça motive aussi, je pense. D'ailleurs, justement là-dessus, toi, dans ton parcours de transmission, tu as reçu t'as été accompagné, tu as reçu des cours. C'est quoi le pire truc qu'on t'a dit ? Si tant est qu'on t'a dit. Le pire truc qu'on m'a dit, il y en a. Il y en a eu. Hein. Après, faut garder la tête sur les épaules. On m'a dit que le pire truc, ça m'avait marqué, et ça c'était au début dans la formation de jazz, on m'avait dit que j'étais hautaine. Hautaine ? Hautaine Mais tu saurais j'étais comment ça, je suis hautaine ? Et en fait, parce qu'on avait des examens blancs, et en fait, dans les examens blancs, t'es nul au début. Et du coup, tu fais tout pour garder un peu la foi. Et du coup, il y avait eu un truc où on s'était mal compris. À aucun moment, je voulais être hautaine de quoi que ce soit. Okay. Et je venais de la danse classique, donc j'avais peut-être un peu le menton qui était un peu... qui pourrait jouer avec... Après ce passage-là, c'est assez rigolo. J'étais plus comme ça. Donc là, je suis plus... ça peut être vu et interprété de plein de manières différentes. Oui. Mais ça c'est le pire truc. Ça m'avait vraiment embêté qu'on me dise ça, parce que non, pas du tout. Les 3 compétences clés pour toi pour faire ce que tu fais aujourd'hui ? Si tu devais les définir. Faut avoir de l'envie. Faut avoir de l'envie parce qu'on est quand même sur le secteur culturel qui n'est pas forcément pas le plus mis en avant en ce moment. Donc faut avoir envie. Et faut avoir un côté humain, forcément. Et puis qu'est-ce que je peux dire ? Un peu de courage, courage. Ton plus vieux souvenir d'école, je t'ai dit ça allait se foutraquer dans tous les sens. Ton plus vieux souvenir d'école, le premier dont tu te souviens, le plus vieux. Le plus vieux. Déjà sur maternelle, on t'a dit que t'aurais pas ton bac. Bon, c'est quelque chose. Mais après, ce que j'ai envie de garder, moi, dans le souvenir de l'école, c'était mon grand-père qui venait me chercher en voiture, et dans la voiture, ça sentait les crêpes. Ça, c'est un bon souvenir de l'école. Ah ouais, j'allais dire ça sentait la clope. Non, ça sentait pas la clope, ça sentait les crêpes. Donc quand je revenais, il y avait des crêpes. Ça, c'est un bon souvenir. À chaque fois, tu mangeais des crêpes ? Non, pas à chaque fois. Ouais, mais ça arrivait quand même de temps en temps, c'était cool. Trop cool. La place, aujourd'hui, aujourd'hui tu t'engages donc dans l'associatif, l'idée c'est d'en vivre, etc. aussi, de pouvoir développer la transmission. Ça a été quoi la place de l'associatif ou du bénévolat dans ta vie ? Alors, outre la découverte de la danse, j'imagine, qui est passée par l'association, enfin en tout cas par la pratique. C'est ça. Mais... j'ai beaucoup travaillé avec des associations dans ce cadre-là. La question, c'est bénévolat ou associatif ? Les deux, je sais pas. En tout cas, ce milieu de l'engagement en général, du bénévolat, est-ce que ça
été? Est-ce que ça le sera? Est-ce que ça l'est? Enfin, je sais pas, ou pas. C'est important parce que si je crée une association qui porte ma compagnie de danse et que j'ai envie de m'impliquer là-dedans, c'est hyper important. Et puis que d'autres s'y impliquent aussi. C'est le tissu local en fait. Le monde associatif, c'est ce qui porte plein de projets, plein de choses vivantes sur le territoire. Après, j'ai fait un service civique aussi dans ma vie. C'était à Nantes, au Pont Supérieur, dans l'école où j'étais. Je faisais les réservations de studios. Il y avait plein de studios. Donc du coup, je restais jusqu'à 22h. Je faisais ma formation, je restais jusqu'à 22h. Donc attends, c'était des studios qui étaient destinés à des gens qui faisaient de la danse, de la pratique ou de la créa? Les personnes qui étaient étudiantes là-bas pouvaient réserver les studios pour bosser après les cours. Et du coup, il y avait cette organisation-là, ouvrir les studios, tout ça. Et puis il y avait aussi toute l'organisation des soirées d'intégration, des événements multiples comme ça. Ok. Tu donnes des cours, donc ça fait depuis pas très longtemps maintenant, je crois. Ça fait depuis la rentrée, c'est ça, septembre? À Chinon. À Chinon, oui, avant. Avant, oui. Dans la compagnie, notamment, ça. C'est quoi ton petit rituel, là, si t'en as un, avant de commencer un cours? Est-ce qu'il y a un truc Alors moi, j'aime bien quand je vois les élèves arriver, j'aime bien les regarder. Alors je vais pas les fixer comme ça, mais j'aime bien voir ce qui dégage comme ambiance, comment ils se sentent. Je demande toujours comment ça va. Et le ça va, c'est toujours différent. Soit c'est un ça va, soit c'est un ça va. Oui, là, déjà, tu vois l'ambiance. Ça, c'est un truc très français. On demande ça va, tout le monde répond ça va, même quand ça va pas. Il y a un jour, il faudra qu'on m'explique. Mais j'étais allé dans les pays de l'Est il y a quelques années et on m'avait mis en garde. On m'avait dit, je te préviens, si on te demande si ça va, tu as intérêt de balancer quelques phrases derrière. Quoi. Parce que sinon, tu vas vraiment avoir l'impression d'insulter les gens. Tu sais, le fameux « ouais, ça va », qui est un genre de bonjour déguisé. Inutile, matérialisé, c'est pas... Ça. Parce qu'en fait, je crois qu'on s'en fout, en fait, ça va ou pas. Alors, à part, mais tu remarques d'ailleurs, et c'est pas... Il y a même des gens, quand tu leur demandes si ça va, des fois, ils répondent pas. Oui. Ouais, alors moi, j'avais des gens, j'avais vu, c'était « c'est pas pire ». J'adorais cette réponse. Ça va, c'est pas pire. Alors là, bon courage pour l'interprétation, c'est pire que quoi, mieux que quoi. Et il y a quand même un truc où, bon, peut-être que culturellement, on se fout un peu de savoir si ça va, ou voilà, en tout cas, c'est une politesse, mais tu sais, c'est un peu, j'ai l'impression, ce sens des choses qu'on perd, c'est-à-dire qu'on vous voit les gens, où on est poli parce qu'on doit l'être, et au final, on est irrespectueux pour autant. Exactement. Tu vois, et en fait, moi, je sais plus qui m'avait dit, mais tu peux me tutoyer autant que tu veux, mais par contre, tu n'auras pas d'irrespect dans le tutoiement, quoi. Et il y a ça, et effectivement, dans les pays de l'Est, si vous allez dans les pays de l'Est, ça va, et il faut balancer derrière 2-3 infos perso. Voilà, genre ça va, j'ai bien mangé, j'ai bien dormi. Seulement hier j'ai appris que. Mais il faut y aller, il faut balancer quelques phrases, sinon vraiment c'est une insulte. Mais en fait c'est l'échange, on est des humains, on peut échanger, on peut se dire les choses. Après forcément pas avec tout le monde, mais. Je continue dans mes questions dans tous les sens. On va les faire un peu plus court, tu vas voir, ça va s'enchaîner. Si tu pouvais faire une performance dans un lieu improbable, complètement, on te donne un crédit, vas-y, fais une performance, ce serait où? Improbable, je sais pas si c'est vraiment improbable, mais je kifferais dans un château. Ok, ça va, ici on en a pas. On a ce qu'il faut, ouais. Genre vraiment dans le château, quoi, un truc... Dans le château, même un château en ruine. Ok. Quelque chose comme ça. Ok, si t'étais danseuse dans un film, quel genre de film ce serait? Le film Encore, de Clapiche. Ok. C'est avec Ophe Schechter, et Ophe Schechter, c'est un grand chorégraphe. J'ai adoré Muriel Robin dans ce film, pour le coup. Ok. Bon, j'imagine que ta carrière, il y a eu des hauts, des bas. Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu envie de tout arrêter? Tout arrêter, non, mais où je me suis questionnée, oui. Est-ce que plus vers la danse, est-ce que plus vers la pédagogie, parce que du coup en tant que danseur c'est compliqué. T'as une audition pour un rôle avec 800 personnes qui viennent auditionner. C'est très compliqué de pouvoir danser. Okay. Et du coup, la pédagogie, mais j'ai pas envie de faire que ça. Oui, j'ai eu un moment où. Ouais, ok. Oui, je me suis en tout cas, t'as pas eu envie d'arrêter la danse? Non. C'était plus, est-ce que je vais vers quelque chose qui va être plus rassurant en tout cas peut-être sur la transmission, quoique.
plutôt que de la créa, c'est ça en fait. Ouais, plus ça. Ou l'équilibre des deux en tout cas. Ouais, non, qui aujourd'hui je me voyais pas dans tous les cas sortir du milieu de la danse, ça c'est une évidence. Ok. Mais c'est sûr qu'avec tout ce qui se passe au niveau politique, etc., tu te questionnes sur ton statut d'intermittence, Ouais. etc. Voilà. Oui, parce que du coup, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais tu vis de l'intermittence, qui aujourd'hui est quand même un modèle assez particulier, hein, encore une fois. Hein, l'intermittence, c'est permettre aux artistes de survivre de leur art. Quoi. C'est ça. Contrairement à, Exactement. j'ai entendu l'Islande ou l'Écosse, non l'Islande je crois, qui aujourd'hui prévoit un salaire minimum pour les artistes. Ah ouais. Pour qu'ils puissent vivre de leur art. Je crois que c'est 1 600 € net pour tout artiste reconnu qui puisse vivre de son art pleinement sans contrepartie, à part oui, parce que l'intermittence, tu as 507 heures à faire chaque année pour pouvoir valider l'année d'après un salaire minimum. Qui est quand même un salaire de survie, je le redis, Exactement. et qui permet quand même à peu près aux 3/4 des médias existants d'exister quand même. Exactement. Oui, il y a énormément de métiers d'intermittence qui sont autour de nous. C'est ça. Parce que du coup, juste pour le rappeler là-dessus, l'intermittence, les artistes vont avoir des fois des périodes de creux et d'autres périodes d'ultra-activité. C'est difficile d'étaler à l'année, annuellement, à 35 heures, un travail d'artiste. Certains, oui, en rare cas, mais d'autres non. Ouais. En tous les cas, ça donne les moyens à tout le monde de pouvoir... Ouais, l'intermittence, ça permet de stabiliser un petit peu le... Et c'est un modèle assez unique, certes, enfin plus maintenant, puisque du coup, il faudra aller se renseigner, mais je crois que c'est en Islande, où du coup, maintenant, on a d'autres moyens. Ok. Une dernière. On me dit une dernière, pas dans l'oreillette, on me dit une dernière. Si tu avais un spectacle à conseiller à quelqu'un qui ne connaît rien, genre quelqu'un qui démarre, qui n'a jamais vu de danse peut-être, et tu dirais tiens... Le premier spectacle que tu vois dans ta vie, tu y vas? Bah en soi, que toi tu conseillerais. Tu conseillerais pour quelqu'un qui veut débuter. Oh, il y a le temps de réflexion là, pour le temps de la caméra, qui a la batterie. Un spectacle Hervé Koubi, Sol Invictus. C'est le dernier que j'ai vu et c'est pas parce que j'ai travaillé pour lui et que je suis en lien avec lui. Franchement, je me suis pris une claque exceptionnelle, magnifique. Ok, ouais. Eh ben, écoute, on note ça. Est-ce qu'il y aurait une question que tu aurais voulu que je te pose? C'est ma dernière question. Non, mais la culture, c'est super important. Il faut continuer de la faire vivre. C'est une chose qu'il fallait que je dise ça. Et que c'est pour tout le monde qu'on peut danser et qu'on peut voir la danse, déjà. Eh ben, c'est à tout le monde de faire ce chemin-là pour défendre la culture. Un grand merci, Marie, pour ce temps. Et puis, on vous retrouvera sur Chinon. Avec plaisir. Cours de danse, voilà, en tout cas, plein d'infos. Le nom de la compagnie, on l'a pas dit. Compagnie Marie Launay, tout simplement. Marie Launay, effectivement. Ben voilà, à retrouver de la Chinon. Et puis, si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez venir au bloc. On vous mettra en contact et on vous partagera avec tout ça. Plaisir. Un grand merci, Marie. Merci et à toi. Quant à nous, on se retrouve pour un 7e épisode ce coup-ci. On sera sûrement en 2026 ou pas loin. Un 7e épisode du Blockcast. C'est une surprise même pour nous, puisqu'on ne sait pas encore qui on va inviter. Donc rendez-vous dans quelques semaines pour ce nouvel épisode et d'ici là, vous pouvez liker, partager, vous abonner, tout ça, même commenter pour permettre à cette vidéo d'exister comme aux autres. Merci et à bientôt. À bientôt.